Rigueur et pertinence de la science économique et s'il fallait tout repenser. Bonjour Michel Vol. Bonjour Jean-Philippe Denis. Président de l'Institut de l'économie. Michel Vol, vous avez été à l'INSEE, vous avez une longue carrière de consultant, vous êtes ancien élève de l'école polytechnique et de l'ENSAE. Et vous nous dites finalement, les académiques, en gros le monde académique, la science économique, il y a un petit souci quand même. Il faudra peut-être réviser un peu ces concepts. Oui, il y a un souci, c'est qu'on oublie, lorsqu'on est fasciné par l'esthétique des modèles, je pense par exemple au modèle néoclassique, magnifique architecture conceptuelle, on oublie que ce modèle a été créé par quelqu'un qui voulait répondre à une situation historique particulière, en l'occurrence Walras, à la fin du XIXe siècle, au moment où l'économie industrielle se déploie et où les grandes entreprises se mettent en place. Voilà. Et où c'est l'équilibre général. Voilà. Et où en effet le marché devient beaucoup mieux organisé, beaucoup plus efficace qu'il n'avait pu l'être auparavant. Et donc, Walras a construit une représentation qui permettait de rendre compte dans les grandes lignes d'une situation concrète qui elle-même était extrêmement complexe. Et donc, il a extrait de cette situation les quelques principes, les quelques piliers porteurs qui permettaient de se la représenter, de la penser, etc. Le problème, c'est que son modèle, dont encore une fois l'esthétique est magnifique, c'est un temple grec, c'est absolument superbe, son modèle, il est daté. Il est une réponse à une situation concrète. Et d'ailleurs, si on regarde l'histoire de la pensée économique, c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Tous les économistes créateurs ont répondu à une situation particulière. Adam Smith avec les débuts de la mécanisation, Ricardo avec les échanges entre les nations, Friedrich List avec le besoin de défendre dans les échanges entre les nations ceux qui étaient en retard pour qu'ils puissent se protéger le temps de se rattraper, Keynes avec la théorie des anticipations pour répondre à une crise qui était déclenchée par les effets présents des anticipations sur le futur. Bon. Voilà. Et donc, tous ces gens-là ont construit des modèles, des théories qui répondaient à des situations concrètes particulières et ils nous ont laissé leurs modèles comme des exemples de réussite intellectuelle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec l'informatisation, ou comme on dit maladroitement, le numérique, on est dans une situation nouvelle. Est-ce que les modèles que nous héritons, disons, de ces créateurs passés répondent à la situation présente? Non. Par contre, ils nous donnent l'exemple d'une démarche dont nous devrions nous inspirer pour répondre à la situation présente. Et donc, c'est là que se pose le problème avec les académiques. Les académiques, qui sont essentiellement des pédagogues, et qui rendent un immense service, bien sûr, en transmettant aux générations nouvelles le savoir accumulé par le passé, ils ont tendance à rester emprisonnés dans ces modèles dont l'architecture est trop séduisante. Et ils ont tendance à détourner leur attention de la situation présente qui éventuellement nécessite la mise au point d'autres modèles. Pour faire simple, si j'essaye de résumer, rendement d'échelle croissant, concurrence monopolistique, c'est plus tant les marchés qu'il faut regarder que les organisations. C'est ça que vous nous dites. Voilà. Alors, parce que là, on change le réverbère pour prendre l'image la fameuse image. À l'Institut de l'économie, et évidemment sans aucune prétention, parce que on ne peut pas se comparer à des penseurs comme Walras, Smith, etc., on a quand même essayé de suivre leur démarche, c'est-à-dire d'être créatif en face de la situation présente et de trouver quels sont, dans le fonctionnement du système productif aujourd'hui, dans le fonctionnement des marchés, dans le fonctionnement des échanges, les caractéristiques essentielles qui permettent de comprendre, qui permettent de penser la situation. Alors, on sait bien que, de toute façon, un modèle quel qu'il soit est toujours schématique, il est toujours très pauvre en regard de l'immense complexité de la réalité, bien sûr. Il fait abstraction de dimensions du réel qui, dans certaines conjonctures, peuvent devenir très importantes. Donc il faut toujours avoir un usage critique des modèles. Mais leur puissance explicative les rend quand même extrêmement précieux. Alors en effet, comme vous dites, lorsqu'on considère l'économie numérique, informatisée, actuelle,
qui se traduit par l'automatisation de la production, hein, eh bien oui, on trouve qu'elle a des propriétés qui ne sont pas décrites en particulier par le modèle néoclassique. Vous savez, John Hicks disait le modèle néoclassique de l'équilibre général, si par malheur on entrait dans une économie où les rendements d'échelle sont croissants, eh bien il n'aurait plus aucune valeur. Alors il écrivait ça dans les années 50. C'était juste une précaution méthodologique, si vous voulez. Le problème, c'est que oui, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une économie où les rendements d'échelle sont croissants. On le voit bien avec le logiciel, on le voit aussi avec la microélectronique, et on le voit finalement à proportion de l'informatisation dans tous les secteurs, hein. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, effectivement, le modèle néoclassique, pour lequel, encore une fois, j'ai la plus grande admiration parce que c'est une magnifique construction, n'est plus pertinent. Alors, je ne peux pas m'empêcher, puisque ça fait beaucoup de bruit. Aujourd'hui, on parle de l'industrie bancaire et on parle surtout d'une industrie qui risque d'être dévastée par les GAFA. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus, de plus en plus à la conquête. GAFA, BATX, enfin les grands opérateurs derrière. Ouais. Ça permet de porter un regard sur ces concepts, permettre d'expliquer un peu ce réel. Lorsqu'on a en tête le modèle de la concurrence monopolistique, on voit que la stratégie de chaque entreprise est de se construire un monopole temporaire. Parce qu'en fait, la concurrence arrive inévitablement. Vous voyez, Amazon est concurrencé par Alibaba. Alors, on ne peut pas dire qu'Amazon est tout seul, hein. Il a tout fait pour se construire en monopole. Assez largement, d'ailleurs, il a un monopole géographique, si on veut, mais Alibaba arrive, hein, voilà. Toutes ces grandes entreprises qui se sont bâties avec des services au début sans concurrents. Bon, Google, par exemple, il commence à être concurrencé. Vous avez Quant qui arrive. Voilà. Donc, ce sont des situations qui ne sont pas éternelles, qui ne sont pas faites pour durer éternellement. Et lorsqu'on dit que le gagnant prend tout, c'est une manière très fausse de se représenter les choses. Le gagnant prend tout pendant un certain temps, oui, c'est vrai. Bon. Et dans cette situation, d'ailleurs, créée par l'informatisation, toute entreprise doit se donner pour ambition de conquérir une position de monopole, ce qui est complètement contraire, bien sûr, à la théorie de l'équilibre général, hein, qui voudrait qu'on ne vive que dans le monde de la concurrence parfaite. Non, non. L'entreprise doit se donner pour but de conquérir un monopole, mais elle doit savoir que ce monopole sera concurrencé à la frontière, hein, et que donc il sera temporaire, et qu'il faudra qu'elle innove pour retrouver un nouveau monopole. Voilà, une affaire de puissance stratégique derrière aussi. Hein, voilà. Et de capacité à régénérer la réflexion. Voilà. L'entrepreneur doit être un stratège, il doit avoir le coup d'œil du stratège, ce qui suppose non seulement du calcul, etc., mais aussi beaucoup d'intuition. Merci Michel Wohl. Merci Jean-Philippe.